Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité. Si on veut connaître le baromètre de la liberté d'expression d'un pays, il ne faut pas aller voir le Premier ministre, mais le dessinateur de presse. Voici ce que déclarait Plantu, célèbre caricaturiste et dessinateur de presse français qui a illustré pendant 50 ans la une du Monde. Le dessin de presse est non seulement un indicateur de la liberté d'expression, mais il donne aussi à réfléchir, à s'interroger, à rire et à sourire également. Le dessin de presse, c'est l'outil qu'a choisi le Centre d'action laïque de la province de Liège pour aborder les 75 ans de la Déclaration universelle des droits de l'homme, en collaboration avec le réseau international Cartooning for Peace, via une exposition Enjeux humains à voir à la Cité Miroir jusqu'au 28 janvier. Libre Ensemble, Vinciane Colson, Jacques Nizan. Et pour nous en parler, on accueille Stéphane Howard. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes coordinateur du service animation du Centre d'action laïque de la province de Liège et vous organisez des animations quasi quotidiennement autour de cette exposition, à destination des jeunes notamment. Exposition que vous avez sous-titrée « Sans dessin de presse pour réenchanter la Déclaration universelle des droits de l'homme ». Mais ça signifie quoi? Que cette Déclaration universelle des droits de l'homme, elle avait besoin d'être réenchantée? Alors effectivement, c'est un constat qu'on peut avoir, c'est que la perception de ce texte, de cette déclaration, est quand même relativement souvent perçue comme étant un peu désuète, un peu ancrée dans le passé et peut-être plus totalement en phase avec le monde d'aujourd'hui. Donc on a prévu l'expo aussi dans ce sens, c'est-à-dire qu'on a abordé 8 grandes thématiques qu'il a fallu choisir forcément, puisque on ne pouvait pas aborder tous les articles de la DUDH et toutes les thématiques, sinon il aurait fallu 3 ou 4 expos de la même taille. Mais donc ici, on a pris 8 grandes thématiques et puis on a ouvert un espace, même physiquement, je veux dire, dans l'exposition, qui est ouvert vers le futur ou vers notre présent aussi, évidemment, où on aborde les questions écologiques et de droits numériques, qui forcément n'étaient pas dans la Déclaration universelle, mais qui sont d'actualité. Voilà, qui sont furieusement d'actualité, et ça, on s'en rend compte particulièrement plus encore avec les publics plus jeunes, hein, donc c'est vraiment pas tellement les droits numériques, eux, ça c'est moins, ça touche plus peut-être les plus âgés justement qui sont frappés eux par la fracture numérique, hein, puisqu'il s'agit aussi d'aborder ces thèmes-là. Mais bon, si évidemment l'intelligence artificielle, tout ça pose des questions, mais pas de la même manière. Donc par contre, les plus jeunes générations, clairement, cette problématique du climat, enfin de l'écologie au sens large et du réchauffement, du changement climatique en tous les cas, oui, les interpelle fort et les concerne beaucoup. Et dans cet espace-là, on a également mis en place un espace pour le marathon des lettres d'Amnesty International, dont le point d'orgue sera vraiment le 10 décembre, le jour donc, du 75e anniversaire. Et ça permet aux personnes présentes de poser un acte, pas que symbolique, puisqu'il s'agit clairement de remplir une lettre, de la signer et de l'adresser à qui de droit. Donc ici, il y a 10 cas de personnes présentées par Amnesty, et à chaque fois... Donc des personnes qui sont emprisonnées quelque part dans le monde? Voilà, qui sont emprisonnées ou inquiétées par des sociétés ou des choses comme ça. Donc voilà, toutes ces infos-là peuvent se trouver sur le site d'Amnesty d'ailleurs, et sur place, évidemment, on a des petits carnets qui expliquent les cas, qui expliquent vraiment pourquoi ils sont choisis. Bon, c'est de manière... Forcément, on ne saurait pas les mettre tous non plus, mais voilà. Donc ce marathon des lettres permet aussi un peu de poser un acte concret et déjà, quelque part, agir pour changer, pour réfléchir, oui. Alors on l'a dit, il faut réfléchir à ces droits humains, mais réfléchir via le dessin de presse, la caricature. Pourquoi cette porte d'entrée? Qu'est-ce qui vous a semblé intéressant dans cette porte d'entrée du dessin de presse pour aborder les droits humains? Alors ça s'y prête évidemment très bien, puisque bon, déjà on a une visée dans cette exposition internationale, de par déjà forcément les dessinateurs présents, mais aussi l'idée c'était d'interroger au final où en sont les droits de l'homme dans le monde. Alors le dessin de presse a ce site particulier que il est aussi ancré dans sa culture, et donc c'est un des enseignements de cette expo, particulièrement me concernant d'ailleurs, quand on l'a préparé, l'expo, c'est de se rendre compte de la diversité des points de vue et des modes d'expression. Voilà. Nous on se rend compte, en tout cas
pour parler de notre cas particulier, on était plus sensible à des dessinateurs connus de nous, quoi. Je veux dire, comme Kroll, voilà, Plantu, etc., qui ont parfois une patte un peu plus... peut-être plus humoristique, etc. Le dessin de presse n'est pas nécessairement humoristique, en fait, du tout. Et donc, et là-dessus, il y a vraiment une diversité de traitements, des thématiques, et selon les pays, selon les cultures, selon les situations aussi, parce que, bon, le dessin de presse, c'est d'abord évidemment une illustration de l'actualité la plupart du temps, mais aussi de l'état du monde, mais c'est aussi une prise de risque pour beaucoup de dessinateurs qui sont dans des pays où effectivement les droits humains sont réduits à... Ce n'est même plus une déclaration d'intention, oui, là-bas. C'est réduit à peau de chagrin, quoi. Ouais. Voilà, donc ça a vraiment plusieurs... Alors, ça permet aussi de passer par des techniques d'animation, hein, puisque nous, c'est vraiment le cœur de ce qu'on fait, qui permettent de partir du ressenti des personnes face à ces dessins. Donc... c'est un peu ce qu'on appelle, enfin c'est pas un peu, c'est ce qu'on appelle la technique du croquis-langage, mais ça permet de partir du ressenti des personnes et de leur interprétation, et alors là on peut partir, ça permet vraiment différentes pistes d'approche, je vais dire, de chacun des thèmes, et ça permet aussi d'aborder la question du point de vue, la question de la culture, la question de tiens, pourquoi est-ce que ce dessinateur, cette dessinatrice a choisi ce thème-là et pourquoi le traite il ou elle comme ça. Enfin voilà, c'est vraiment très riche en termes d'animation. Évidemment, il y a aussi tout un contenu textuel qui recontextualise les différentes thématiques. Donc voilà, le dessin de presse, c'est vraiment quelque chose qui se prête particulièrement bien à cette thématique. Et Cartooning for Peace, évidemment, c'est un de leurs fers de lance depuis toujours. La liberté d'expression, bien sûr, mais aussi les droits humains. Donc c'était une collaboration... Ouais, au niveau de la construction de l'exposition, vraiment, vous avez construit ça avec eux, main dans la main, j'ai envie de dire. Ah oui, totalement, oui. Alors, on va continuer à en parler, hein, notamment de ces animations et des ressentis des personnes. Mais je propose qu'on donne d'abord la parole à Pierre Kroll, donc, qui est dessinateur de presse belge, qui fait partie du réseau Cartooning for Peace et dont certains dessins sont exposés dans l'exposition Enjeux humains. On va donner la parole donc à Pierre Kroll et à Plantu, qui est l'un des fondateurs de ce réseau. Ils nous expliquent tous les deux pourquoi c'est essentiel de rappeler l'importance des droits humains et pourquoi le dessin est une bonne porte d'entrée. On les écoute. Alors oui, je trouve que cette exposition est très pédagogique, mais pas dans le sens... ça fait peur quand on dit ça, on croit que c'est emmerdant. Justement, comme ce sont des dessins, c'est pas très emmerdant. C'est facile, si vous voulez pas tout lire et tout, vous lisez pas tout. Mais le thème est par ailleurs parfois traité de façon trop intello, justement, c'est celui des droits fondamentaux. Bon, les droits de l'homme, on connaît la déclaration des droits de l'homme et tout, on parle plus souvent maintenant, on parle plus souvent de l'expression des droits fondamentaux lorsqu'on veut dire qu'il y a des pays où les droits fondamentaux ne sont pas respectés. On les connaît, hein, l'Iran, la Chine, d'autres, la Russie, etc. Et puis des pays où ils sont menacés, ou des pays où on craint qu'ils le soient. Il y avait une manifestation il y a quand même pas longtemps à Bruxelles pour rappeler le droit de manifester, qui est aussi un droit acquis. Je ne crois pas qu'il est dans la déclaration des droits de l'homme, je ne suis pas sûr. Mais voilà, c'est ça les droits fondamentaux. Et c'est important de redire lesquels ils sont pour pouvoir surveiller qu'ils sont toujours bien les nôtres aujourd'hui. En fait, il faut tout le temps rappeler. Il faut répéter les choses. Et puis quand on est dessinateur, moi je trouve qu'il y a une indépendance d'esprit. Et c'est très agréable parce que nous, on n'est pas pris au sérieux. Mais on regarde tout et on est au courant de tout parce que les journalistes ils me disent ouais, les gens qui font les papiers, ouais, pourquoi ils m'ont bloqué ce papier Hier j'étais avec un photographe qui me dit ouais, quand je fais des photos sur ce thème-là, ça passe pas. Ça veut dire quoi, que le message il passe mieux en dessin? Ça veut dire que les dessinateurs c'est des fouineurs. C'est pour ça que je dessine des petites souris. Il peut mieux passer en dessin, même si on défend quand même énormément de dessinatrices et dessinateurs qui sont inquiétés. Hein, on voit ça de plus en plus, hein, bien entendu. Mais les dessinateurs, ils sont très au courant de qu'est-ce que c'est qu'une ligne rouge. Quand il y a une ligne rouge à ne pas dépasser, il y a un moment, le dessinateur il dit « Oui, mais là, je vais quand même la dépasser. » À tort ou à raison, hein, parce que des fois, il faut vraiment faire gaffe. Mais à la fois... la ligne rouge, vous voyez, par exemple, au moment du Covid, il faisait des dessins sur Pierre Kroll sur le Covid à Anvers. Oh là là, mais des fois, il met les pieds. Je lui dis, mais t'as vu où t'as mis les pieds, là? Il me dit, bah, je sais, j'en prends plein la gueule. Mais
il le fait et il sait qu'il va en prendre plein la gueule. Vous voyez ? Et ça, j'aime ça, parce que au travers du prétexte des dessins, et c'est là l'avantage de cette expo ici à Liège, il y a un truc beaucoup plus important, c'est la liberté d'expression des journalistes, en général, et des citoyens. Parce que, en fait, nous, ce qui nous arrive quand on a des soucis, ça arrive après aux journalistes, rédacteurs, presse radio, télé, et après, ça arrive aux citoyens. On a défendu, là, il n'y a pas longtemps, un dessinateur qu'on a fait venir d'ailleurs en Belgique, qui s'appelle Antonio. Il a été viré du New York Times et il avait dessiné Trump avec une kippa. Bon, il a été considéré comme le dessinateur antisémite voilà, sur toute la planète. Il n'est pas antisémite du tout, évidemment. C'est un immense dessinateur. Et je me dis, mais c'est quoi ça ? Et ça va être comme ça tout le temps. Puis après, il y a le New York Times qui dit bah non, finalement, on ne va pas prendre de dessinateurs, on va les virer. Alors, je dis c'est quoi ça ? Puis après, je me perçois que les journalistes du New York Times ne bronchent pas. Ils ne bronchent pas. Ils regardent leur godasse. Ils disent rien. Je dis mais ça va, c'est comme ça que ça s'installe. Mais il faut être vigilant. Et je vais beaucoup dans les écoles. À Molenbeek d'ailleurs, ou à Verviers, et je trouve que c'est passionnant de dire aux jeunes que c'est leur combat. Moi je dis là, j'ai plusieurs heures de vol, hein, mais c'est leur combat. S'ils s'endorment, ils vont être balayés. C'est de rappeler pourquoi le grand méchant loup, c'est l'extrême droite, parce que penser que tous les jeunes savent de façon évidente que c'est le méchant, il ne faut pas voter pour, ça peut vous donner envie de voter justement pour, parce qu'on est quand même un peu rock'n'roll, un peu punk, un peu tout ce qu'on veut quand on a 18 ans. Donc il faut peut-être rappeler que tu as 18 ans, ok, si tu votes jusqu'à la fin de tes jours pour l'extrême droite, tu risques de l'avoir au pouvoir. Quand tu l'auras au pouvoir, tous les trucs auxquels tu tiens, hein, la liberté de t'habiller comme tu veux, de faire ce que tu veux, d'aller à l'école de pluie, aller tout ce que tu veux, tu vas voir comme ça va changer avec l'extrême droite. Regarde les pays où ils sont au pouvoir. Voilà, alors on ne peut pas mettre tout ça dans un dessin, mais je vois très bien ce que mon ami et confrère Plantu veut dire en disant qu'on a un rôle par rapport à ces lignes rouges, à ces limites, de rappeler par le dessin, par la facilité de message qu'est un dessin, lorsqu'il est bien fait, qu'il y a un problème. On ne va pas l'écrire tout le temps dans des articles pompeux et que personne ne lira. Alors Stéphane Howard, il y a beaucoup de choses qui ont été dites, mais j'ai envie de vous faire réagir notamment sur la partie sur les jeunes. Plantu disait, voilà, il faut dire aux jeunes qu'ils ne doivent pas s'endormir. Ici, on a Pierre Kroll qui disait à la fin, il faut qu'ils soient bien conscients des risques, par exemple, de l'extrême droite. Et c'est vrai qu'il y a tout un pan dans l'exposition avec notamment un bureau de vote, un isoloir. Est-ce que c'est aussi un des objectifs de l'exposition, c'est aussi de faire comprendre à ces jeunes que vous recevez par exemple dans l'exposition que le droit de vote c'est un droit essentiel, que grâce à leur vote ils peuvent faire changer les choses et est-ce qu'ils le comprennent ? Alors oui, effectivement c'est un des enjeux de l'expo, de ces enjeux humains comme le titre de l'expo. Donc déjà il faut se rappeler d'une chose. 2024 est une année full option en termes d'élections. Hein, donc, on a tout, on les a toutes. On les a toutes, donc on va aussi forcément travailler la question début 2024 et jusqu'au 9 juin. Voilà. Vous aurez d'ailleurs une autre exposition qui s'appelle Porte-Voix qui parlera notamment de comment faire porter sa voix en termes d'élections. Voilà, mais ça c'est vraiment un collectif. Il y a énormément d'acteurs qui collaborent autour de Porte-Voix, mais bon, ce sera peut-être l'occasion d'en discuter une autre fois. Prochaine émission. Mais effectivement, oui, donc on a mis en place, il fallait mettre en place un petit outil pour aborder de façon ludique les types de scrutins, puisque en Belgique, en particulier, le vote, le système de la clé d'honte, etc., est pas facile à comprendre, hein, même pour quelqu'un qui s'y connaît. Alors, on sait aussi que le système politique belge est complexe.
en tout cas perçu comme complexe, à juste titre, hein, je pense. Donc voilà, c'est l'occasion de discuter un peu que non, c'est pas... Parce que bon, ce qui revient malheureusement souvent, c'est que pour qui que ce soit qu'on vote, ils feront quand même ce qu'ils veulent, etc. Enfin, ce sont des arguments fatalistes qu'on entend très souvent. Et pour peu qu'on ne donne pas la parole à ceux qui ont de la nuance par rapport à ça et qui expliquent factuellement que non, en fait, ce n'est pas vrai, peu importe pour qui on vote et tout ça, et justement que notre système permet une représentation des minorités, ce qui ne permettent pas d'autres systèmes perçus comme beaucoup plus simples, à juste titre. Bon voilà, c'est à un moment donné, majorité, point barre, et puis et en fait les minorités ne sont plus du tout représentées. C'est ce fatalisme qu'il faut combattre, pas tellement le... Et pas non plus avoir une langue de bois en disant il faut voter, voilà, on parle de droit de vote en Belgique, c'est même un devoir, donc c'est une obligation. Mais c'est surtout une chance. Et ça, on tape vraiment sur ce clou-là aussi, de rappeler qu'on a la chance de voter et que si ça sert et que si c'est utile et que si on laisse faire... on voit malheureusement de plus en plus un peu partout comment ça se passe, quoi. Et en plus de ça, si, l'actuel président argentin a été élu. Des gens ont voté pour lui. Donc, oui, ça veut dire que c'est important aussi de sensibiliser avant à toute une série de thématiques. Mais c'est vrai que par exemple les dessins, il y a des dessins européens, il y a des dessins d'un peu partout en fait dans le monde. Et est-ce que du coup ça permet aussi de voir d'autres réalités il y a des dessins qui sont peut-être plus proches des gens qui visitent, mais vraiment d'autres réalités, de s'ouvrir aussi à d'autres atteintes aux droits humains, à des choses peut-être qu'on ne soupçonne pas ailleurs. Bien sûr, oui, ça c'est aussi une des forces de l'expo, c'est de mettre en avant le fait que ces droits fondamentaux, appelons-les comme ça, comme dit Pierre Kroll, non, c'est pas du tout quelque chose qui est respecté de manière mondiale, tout comme il y a énormément de choses dont on ne se rend pas compte en étant européano-centré comme on l'est, c'est-à-dire par exemple l'état des conflits dans le monde, hein, parce qu'il y a toute une partie sur le droit à la paix quelque part. Beaucoup de gens ne se rendent pas compte qu'il y a énormément de conflits actuellement dans le monde, et ça voilà, c'est l'occasion non pas de le rappeler, mais de l'apprendre et de prendre conscience de ça, et qu'il y a des personnes dans des pays qui n'ont pas le droit à vivre en paix, quoi. Je veux dire, bon, l'actualité, pour le moment on en parle suffisamment, malheureusement, de 2 conflits majeurs, mais il y en a plein d'autres. Il y en a plein d'autres. Et ça, c'est pas nécessairement conscientisé. Après, c'est aussi en filigrane de ce que dit Pierre Kroll. Hein. Je veux dire, à un moment donné, on s'endort. On dit souvent, si on s'endort en démocratie, on se réveille en dictature. Oui, ce n'est pas qu'une belle formule. Et il y a un peu cette métaphore, de la grenouille dans l'eau qu'on fait bouillir petit à petit et qui ne se rend pas compte que la température augmente jusqu'au jour où elle est cuite, quoi. Donc, malheureusement, parce qu'on dit, oui, les droits humains ne sont pas respectés dans beaucoup de pays, mais ils ne sont pas spécialement non plus en Belgique. Je veux dire, il y a énormément de condamnations de la Belgique sur les questions de détention, les questions de détention arbitraire, les centres fermés, enfin voilà, toute une série de thématiques. Voilà, il y a parfois aussi une impression que tout va bien chez certains, il faut le dire aussi, donc ils ne prennent pas conscience que tous ces droits peuvent et sont régulièrement menacés. Ouais. Et que ça peut vite basculer. Je propose peut-être qu'on donne la parole à Willis from Tunis, donc Nadia Chiari de son vrai nom. Elle est tunisienne, elle s'est fait connaître pendant la Révolution, donc fin 2010, début 2011. Elle nous explique comment la Révolution a été une libération pour elle, mais comment la situation a pu aussi se dégrader aujourd'hui. J'ai vécu dans cette dictature, elle a duré quand même 23 ans, et puis avant c'était pas mieux, donc j'ai toujours vécu dans l'absence de liberté d'expression totale, quoi, et la censure omniprésente. Et une fois que j'ai commencé à publier mes dessins sur les réseaux sociaux, qu'ils étaient partagés, j'ai quand même gardé l'anonymat, hein, c'est pour ça que je m'appelle Willis from Tunis, et je ne donne pas mon vrai nom, j'ai pas donné mon vrai nom à l'époque, parce que j'avais quand même ce vieux réflexe de la peur d'être attrapée. Mais une fois que j'ai vu que je ne risquais rien, ça a été merveilleux. Et d'ailleurs, ça a été
quelques mois de janvier à octobre, pour moi, c'était les plus beaux mois de ce qu'on a appelé la Révolution, parce que c'était une sorte de parenthèse enchantée où on avait le droit de faire ce qu'on voulait, dire ce qu'on voulait. Et tous les Tunisiens, pas forcément artistes ou journalistes, tout le monde s'exprimait librement dans la rue, dans les terrasses de café, partout. C'était merveilleux, vraiment. Après, bon, il y a eu les élections, les islamistes sont arrivés au pouvoir, et là, une petite gueule de bois quand même. Mais on a continué à nous exprimer, on continue encore aujourd'hui, malgré tout. Ceci dit, pour l'instant, c'est en train de changer assez férocement. Comment ça se passe sur place, justement, pour les défenseurs de la liberté d'expression ? C'est assez compliqué là. Actuellement, j'ai mon collègue et ami dessinateur de presse, Taoufik Omran, qui a eu une plainte pour un dessin, ou pour 2 dessins qu'il a fait, où il tournait en dérision le chef du gouvernement qui a beaucoup de mal à s'exprimer. Et donc voilà, il se moquait un peu et il a eu une plainte pour diffamation, nuisance à autrui, je ne sais pas exactement les termes. Mais là, il a cette épée de Damoclès qui est au-dessus de sa tête. Mais comme nous tous, quoi, moi je me dis, ça sera quand mon tour, quoi. Parce que c'est des techniques pour juste faire peur, donner l'exemple, parce que Taoufik Omran, il dessine depuis toujours, même à l'époque des islamistes, on dessinait tous, on continue tous à dessiner, mais on a eu des soucis, mais pas de plainte directe comme ça, quoi. Donc là, c'est un très très mauvais signe, parce que si un pouvoir s'attaque à un dessinateur de presse, a peur d'un dessinateur de presse, c'est que ça va mal, quoi. Donc, je ne sais pas. Moi, je continue et de toute manière, le meilleur moyen de conserver cette liberté d'expression, c'est de l'appliquer tous. Étant enseignante, je suis en contact avec beaucoup de jeunes, des collégiens, avec des étudiants, je donne des cours et tout. Et pour moi, je pense que c'est essentiel d'éduquer les jeunes à ces questions-là. Parce que les plus âgés les connaissent et ont tendance à les oublier ou passer ça, voilà. Surtout qu'en Tunisie, le président a un discours assez populiste, assez simpliste. Donc on met ça de côté comme si ces droits-là, c'est des droits importés de l'Occident. Enfin, voilà. Et donc, non, pour moi, c'est l'éducation et que ces jeunes-là portent en eux ces messages et connaissent leurs droits, parce que quelqu'un qui connaît ses droits, c'est quelqu'un de puissant, qui sait, parce qu'il lui revient de droit, justement, cette liberté d'expression, la liberté de circulation. Et donc oui, à travers l'enseignement, je fais passer ces messages, et c'est génial qu'il y ait ce genre d'expo qui, en plus, sera visité par beaucoup de classes, d'écoles, etc. C'est important de faire passer ce message et de ne pas l'oublier, quoi. Et vous, comment vous arrivez à le faire passer dans vos dessins, ce message ? Alors moi, je reviens aux fondamentaux en général. Quand je vois que des droits sont bafoués, je reviens à l'origine. Je parle beaucoup des droits des femmes, évidemment, mais oui, j'essaie de le faire à travers l'humour et surtout en tournant en dérision, en déconstruisant ces discours idiots, montrer combien les discours machistes sont ridicules, absurdes. Là, c'est la déconstruction des discours qui me tient à cœur pour bien montrer l'absurdité et le ridicule de certains propos, quoi. Et l'humour, je pense que c'est un bon moyen de faire passer les choses. Je fais des dessins un peu plus sérieux, mais je préfère faire ça en rigolant, parce que moi, ça me permet aussi de tenir, de rire de nos malheurs, même si je les prends très au sérieux. C'est pas que je les prends pas au sérieux, je les prends au sérieux. Mais rire de ses peurs, c'est aussi les surmonter. Donc j'ai besoin de l'humour aussi pour faire passer les messages, et puis le message passe mieux avec l'humour, je pense. Alors, peut-être une réaction par rapport à ce que nous dit Willis from Tunis. Les personnes qui découvrent l'expo, est-ce que vous avez l'impression qu'elles découvrent aussi certains droits ? C'est une bonne question. Je pense que oui, pour certains, il y a si pas une découverte, une piqûre de rappel, en tout cas. Parce que, comme je disais, on ne se rend pas toujours bien compte. On ressent chez certaines personnes une espèce de... Comme si tout allait bien, quoi, chez nous, voilà. De se dire, oui, effectivement, on en parlait tout à l'heure, le fait qu'il y ait des situations dans le monde particulièrement graves, et du coup, dans l'expo, des dessins qui les évoquent, ça donne aussi un côté éloignement, hein. C'est un peu le principe du mort au kilomètre, hein. Enfin, je veux dire, le principe du fait divers, quoi. Ça donne une impression d'éloignement, et donc il y a aussi un côté, oui, mais enfin, on va pas se plaindre quand on voit ce qui se passe ailleurs, hein. Donc c'est un côté relativisant, qui peut être aussi très dangereux, en réalité, parce qu'on se dit, ok, non, mais pourquoi est-ce qu'on se plaint, voilà.
Et justement, c'est l'occasion d'en débattre et de remettre en avant cette valeur, à mon sens, cette valeur de débat d'idées, de pouvoir écouter l'autre sans nécessairement pour autant adhérer à ce qu'il dit, mais l'entendre, pouvoir débattre, pouvoir discuter. C'est vraiment le cœur de ce qu'on essaye de faire, hein, nous, comme travail. Et donc, voilà, quand ça se passe bien, ça se passe bien. Parfois, parfois on a des réactions ou certains discours qui sont, interpellants de notre point de vue, et je pense... De façon générale, oui, bien sûr. Mais alors, je vous propose qu'on réécoute une dernière fois Kroll et Plantu, qui nous parlent de ce réseau Cartooning for Peace et du débat qu'il peut y avoir, effectivement, même entre les caricaturistes et dessinateurs eux-mêmes. Alors, il y a quelques points communs entre les dessinateurs, quels qu'ils soient, dans le monde entier, et qui sont à la base de la création d'un réseau comme Cartooning for Peace, qui n'est pas une association. On ne s'échange pas des bons plans. Est-ce que tu as travaillé pour un tel? Je dois demander combien pour un dessin. Ce n'est pas du tout une association professionnelle. C'est un réseau qui fait qu'on ne se connaît pas tous très bien, mais on se rencontre entre dessinateurs. Moi, j'ai été en Colombie, j'ai été dans les pays arabes, voilà. Et je connais mieux les situations dans chacun des pays par les dessinateurs. Entre autres parce qu'on a des points communs. Alors, quand je vous dis bêtement, vous savez, la plupart des dessinateurs, enfin tous, quand vous regardez leurs dessins, ils ont l'air d'être contre la torture, pour le droit des femmes, pour le droit des enfants. Ça fait un peu Miss Belgique, hein, on se dit c'est un peu con. Mais si ça pose des problèmes de le dire, c'est qu'il y a des gens qui sont contre, enfin qui sont pour la torture, qui sont contre le droit des femmes, qui sont contre le droit des enfants. Voilà, c'est con, mais je pense que j'ai bien résumé les choses. Et je crois que ça nous unit très fort. Il y a des dessinateurs, j'aime pas leur manière de dessiner, j'aime pas ça, mais ils ont fait, une fois ou l'autre, un dessin qui est sur le même sujet que moi, pour dire la même chose que moi. Et vous voyez, l'intérêt de Cartooning for Peace, c'est que tous les dessinateurs, on est plus de 250, on est d'accord sur rien, sauf le débat. Et Zlatowski, on l'a fait venir à Mons, il n'y a pas longtemps. Et alors, il avait fait un dessin qui est vachement bien sur les migrants. Alors, il avait fait un trognon de pommes avec l'Europe en haut, et puis il y a une forteresse en haut du trognon de pommes, et puis il y a les migrants qui arrivent. Et il me dit, vous voyez, vous êtes cons, vous, en Europe, vous accueillez n'importe qui, la pomme, elle va exploser, là. Ah, putain, je regarde le dessin, je dis, ah putain, j'avais pas compris ton dessin. Parce que nous, on est fiers de l'exposer, il est magnifique. Mais on continue à l'exposer, vous voyez. Mais vous ne le comprenez pas de la même manière que lui l'a dessiné. Non, mais malheureusement, c'est lui qui avait malheureusement raison, mais on veut montrer toutes ces... C'est pas un club d'une pensée obligatoire. Bon. C'est une association où on mise sur la puissance du débat pour que chacun reparte avec son opinion. On n'a pas à lui dire « tu dois penser comme ça ». Non, c'est pas comme ça que ça... Puis nous, on est des délirants. On délire dans tous les coins avec les dessins. L'art, c'est toujours une manière de contourner. Il y a un mur, c'est pas grave. C'est comme la musique, on contourne. Bah oui, donc il parlait effectivement de cette puissance du débat, et vous l'avez dit, hein, c'est ce qui ressort aussi dans vos animations, c'est de débattre, de voir des débats sur la migration par exemple, ou des questions qui se posent, et où c'est l'occasion de discuter, d'informer, de sensibiliser. Oui, tout à fait. Le cas particulier de la migration est intéressant puisque on se rend compte que ça, c'est vraiment quelque chose qui est assez récurrent quand ce thème-là arrive, hein, parce que comme je le disais, toute visite n'est pas la même, on n'aborde pas spécialement toutes les thématiques, hein, c'est important de le rappeler aussi. Les chiffres et l'ampleur du phénomène migratoire sont très souvent extrêmement surestimés, en fait. Et on se rend compte que c'est à cause des discours... parfois dominants, ou qu'ils soient politiques ou médiatiques, où on parle d'invasion migratoire, on parle de migrants, on parle pas de personnes, donc déjà rien que ça dépersonnifie complètement et déshumanise la question. On parle de pression migratoire, enfin voilà, il y a un peu quelque part un peu de novlangue là derrière aussi, hein, donc on se rend compte que ça, on doit là par contre rappeler des faits. Enfin, voilà. Il y a quand même aussi donc, le débat, évidemment, mais il y a aussi des données factuelles. Donc, à un moment donné,
toute opinion est recevable, mais tout fait n'est pas discutable. Enfin, je veux dire, il y a quand même des bases au débat, hein, parce que sinon, à un moment donné, si on n'a pas des bases communes quand même, de dire 1 plus 1 égale 2, si on commence à dire 1 plus 1 égale 1000, alors on ne va pas se comprendre, quoi. Donc, et rappeler les faits pour justement, après, éventuellement débattre d'autres points ou de politique. Mais en tout cas, rappeler les faits pour avoir une base commune, comme vous le dites. Merci beaucoup, en tout cas, Stéphane Howard. Je rappelle que vous êtes coordinateur du pôle animation au Centre d'action laïque de la province de Liège, et donc que cette exposition Enjeux humains autour du dessin de presse est à voir jusqu'au 28 janvier donc 2024 à la Cité Miroir à Liège. Rappelez que le 10 décembre, c'est les 75 ans de la Déclaration universelle des droits de l'homme, que ce marathon des lettres dont on a eu l'occasion de parler, coordonné par Amnesty International, on va dire que c'est le point d'orgue le 10 décembre de ce marathon des lettres et de cette campagne d'Amnesty International. Rappelez aussi que le réseau Cartooning for Peace va bientôt publier son état de la caricature dans le monde, et que là aussi on va voir qu'il y a beaucoup d'atteintes à la liberté d'expression. Donc on invite tous nos auditeurs à venir vous voir à Liège donc jusqu'au 28 janvier. Merci beaucoup Stéphane Howard. Avec plaisir, merci à vous. Et merci à vous de nous avoir suivis. Une belle soirée à tous.